Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos où nous allons explorer ensemble le monde passionnant des transmissions numériques. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé des évanouissements dans les canaux sans fil, ces variations du signal qui rendent la communication radio mobile parfois instable. On avait distingué trois formes principales du fading, le pass loss, ou la perte moyenne de puissance avec la distance, le shadowing, provoqué par les obstacles sur le trajet du signal, et enfin le fast fading, dû aux interférences entre les multiples trajets du signal réfléchi ou diffracté. Aujourd'hui, on va un peu plus loin dans la caractérisation du canal radio mobile. On va d'abord introduire deux modèles statistiques fondamentaux, le canal de Rayleigh et le canal de Rice, qui décrivent le comportement du signal reçu dans différents environnements de propagation. En pratique, le signal transmis ne suit pas un seul chemin. Il arrive au récepteur après plusieurs trajets, certains réfléchis par des bâtiments, d'autres diffractés par des obstacles, ou encore diffusés par le sol ou les véhicules en mouvement. Ces multi-trajets interfèrent entre eux, ce qui crée des variations rapides de l'amplitude et de la phase du signal reçu, c'est ce qu'on appelle le fading multipass. Pour modéliser ce comportement, on utilise deux modèles statistiques principaux, le modèle de Rayleigh et le modèle de Rice. Le modèle de Rayleigh s'applique quand il n'existe pas de trajet direct entre l'émetteur et le récepteur, c'est le cas typique d'un environnement urbain dense, où les signaux arrivent uniquement par réflexion et diffusion. Dans ce cas, la somme des composantes multipass conduit à une amplitude du signal suivant une distribution de Rayleigh. Mathématiquement, on peut la représenter par où R représente l'amplitude du signal reçu, et sigma carré la puissance moyenne d'une composante du signal. Ce modèle est donc utilisé pour décrire le fading rapide dans des environnements sans trajet direct. Autrement dit, cette loi décrit les environnements sans ligne de visée, NLOS, comme les zones urbaines denses. À l'inverse, le modèle de Rice s'applique quand il existe une composante directe dominante entre l'émetteur et le récepteur. Dans ce cas, le signal reçu est composé d'un trajet direct fort additionné à plusieurs trajets secondaires affaiblis. L'amplitude du signal suit alors une distribution de Rice, donnée par où V représente l'amplitude du trajet direct, loss. R, la puissance moyenne d'une composante du signal. Sigma carré, la puissance moyenne des composantes diffusées. Et I, 0, est la fonction de Bessel modifiée du premier ordre. Soit K, le facteur de Rice, qui exprime le rapport entre la puissance du trajet direct et celle des composantes diffusées. Si K est égal à 0, on tombe sur le modèle statistique de Rayleigh. Par contre, si on a une grande valeur de K, on a le modèle de Rice avec une forte composante directe. Maintenant que nous avons vu comment le signal reçu peut résulter de plusieurs trajets indépendants dans un canal de Rayleigh, intéressons-nous à un autre phénomène très important dans les canaux radio mobiles, l'effet Doppler. Cet effet apparaît lorsqu'il y a un mouvement relatif entre l'émetteur et le récepteur, par exemple, lorsqu'un utilisateur se déplace en voiture, en train, ou même à pied. Ce mouvement modifie la fréquence apparente du signal reçu. Le récepteur mobile perçoit une fréquence légèrement différente, selon qu'il s'approche ou s'éloigne de la source. C'est ce décalage de fréquence, causé par le mouvement, qu'on appelle l'effet Doppler. C'est un phénomène fondamental qui influence directement la variation temporelle du canal radio. Quand le mobile avance vers la station de base, la fréquence reçue augmente, et quand il s'en éloigne, elle diminue. Le décalage Doppler correspond à la différence entre la fréquence transmise et la fréquence reçue, causée par le mouvement relatif entre l'émetteur et le récepteur. Ce décalage s'exprime par la relation f d égale à v sur lambda multiplié par cosinus θ, ou encore f d égale à f multiplié par v sur c multiplié par cosinus θ. Si le mobile avance vers la station de base, θ est égal à 0 degrés, le Doppler est positif, la fréquence augmente. S'il s'éloigne, θ est égal à 180 degrés, le Doppler est négatif, la fréquence diminue. Et si le déplacement est perpendiculaire à la direction du signal, θ est égal à 90 degrés, le Doppler est nul. Par conséquent, dans un environnement multipass, chaque trajet correspond à un angle différent, donc à un décalage Doppler différent. Le signal total reçu contient alors une plage de fréquences autour de la fréquence centrale, ce qu'on appelle l'étalement Doppler, Doppler spread. Plus la vitesse du mobile est grande, plus cet étalement augmente, et plus le canal varie rapidement dans le temps. Rappelons maintenant que l'étalement Doppler est directement causé par la variation temporelle du canal. Autrement dit, lorsque le canal change rapidement dans le temps, à cause du mouvement du mobile, le spectre du signal reçu s'étale autour de la fréquence porteuse. Cet étalement Doppler correspond à la bande de fréquence pour laquelle le spectre Doppler du signal reçu est non nul. Mathématiquement, on définit l'étalement fréquentiel Doppler par où fd max est la fréquence Doppler maximale, c'est-à-dire le décalage observé lorsque le mobile se déplace dans la direction du signal incident. Dans ce cas, θ est égal à 0 degrés. À partir de ce paramètre b, d, on peut définir le temps de cohérence du canal, noté t, c, comme inversement proportionnel à l'étalement Doppler est donné par la relation. Ce qui signifie que, si l'étalement Doppler est important, mobile rapide canal instable, alors le temps de cohérence est court. En revanche, si le Doppler est faible, mobile lent ou stationnaire, le temps de cohérence devient long et le canal reste quasiment invariant.
Après avoir vu l'étalement Doppler qui traduit la variation fréquentielle du signal due au mouvement, parlons maintenant de l'étalement temporel, appelé aussi delay spread. Ce phénomène est causé par la propagation multitrajet. Le signal transmis n'arrive pas au récepteur par un seul chemin, mais par plusieurs trajets ayant des distances différentes. Ainsi, les différentes composantes du signal arrivent avec des retards variés, provoquant un étalement du signal dans le temps. Le délai maximal de retard, ou maximum delay spread, correspond à la différence entre le plus long et le plus court temps de propagation parmi tous les trajets, tel que taux max est égal à taux L moins 1 moins taux 0, où taux 0 est le plus court retard, taux L moins 1 est le plus long retard, et L représente le nombre total de trajets. Cet étalement temporel a un impact direct sur la distorsion du signal reçu et sur la sélectivité fréquentielle du canal. Cette figure illustre le phénomène d'étalement temporel, delay spread. Le signal émis, à gauche, atteint le récepteur après avoir emprunté plusieurs trajets de propagation. Chaque trajet correspond à un retard différent, ce qui provoque un étalement du signal reçu dans le temps. Le délai maximal de retard, noté taux max, représente la différence entre le premier et le dernier trajet reçu. Plus ce retard est grand, plus la dispersion temporelle du signal est importante, et plus le canal devient sélectif en fréquence. Pour mieux quantifier la dispersion temporelle du canal, on ne se limite pas seulement au délai maximal, taux max. On introduit également une mesure plus représentative, l'étalement moyen au sens des moindres carrés, appelé RMS delay spread, noté taux RMS. Ce paramètre donne une idée plus précise de la répartition énergétique des multiples trajets dans le temps. Autrement dit, il indique à quel point la puissance du signal reçu est étalée autour du délai moyen. Sa valeur est donnée par la relation suivante, où taux au carré bar est le délai moyen pondéré par la puissance de chaque trajet et taux bar au carré est la moyenne quadratique des délais. Le délai moyen taux bar est défini par. Ainsi, taux RMS représente la dispersion effective de l'énergie du signal reçu autour du délai moyen. Si taux RMS est faible, les trajets arrivent presque en même temps alors le canal est quasi plat. Si taux RMS est grand, les trajets sont fortement dispersés, alors le canal devient sélectif en fréquence. Cette grandeur taux RMS joue un rôle clé dans la définition de la bande de cohérence, qui traduit cette fois la stabilité du canal en fréquence, c'est-à-dire sur quelle largeur de bande. Le canal peut être considéré comme constant. Cette figure illustre le calcul du délai quadratique moyen, root mean square delay spread, noté taux RMS. Chaque pic représente un trajet de propagation ayant une puissance alpha, L, et un retard taux, L. On observe que les signaux les plus puissants n'arrivent pas forcément en premier, certains trajets plus longs peuvent encore avoir une puissance significative. La valeur taux RMS reflète donc la dispersion temporelle moyenne des trajets multiples autour du délai moyen taux bar. Plus taux RMS est grand, plus le canal est dispersif, ce qui entraîne un risque élevé d'interférence intersymbole, ISI. L'étalement moyen au sens des moindres carrés, noté taux RMS, nous donne une idée claire de la dispersion temporelle du signal causé par les trajets multiples. Or, cette dispersion dans le domaine temporel a une conséquence directe dans le domaine fréquentiel. En effet, si le canal provoque un étalement important dans le temps, cela signifie qu'il ne traitera pas toutes les fréquences de la même manière. C'est ici qu'intervient la notion de bande de cohérence, notée B, C. Elle représente la plage de fréquence sur laquelle le canal peut être considéré comme plat, c'est-à-dire où toutes les composantes fréquentielles du signal subissent le même gain et la même phase. Autrement dit, deux signaux dont la différence de fréquence est inférieure à BC seront fortement corrélés, tandis que deux signaux séparés d'une fréquence plus grande que BC subiront des altérations différentes du canal. Mathématiquement, la bande de cohérence est inversement proportionnelle à l'étalement de délai RMS. Si on regarde maintenant cette figure, on observe que le gain du canal n'est pas constant sur toute la bande, mais qu'il reste relativement plat dans une certaine plage de fréquence. Cette plage correspond justement à la bande de cohérence, notée BC. Autrement dit, pour des fréquences comprises à l'intérieur de BC, le canal peut être considéré comme non sélectif, car toutes ces composantes fréquentielles subissent le même atténuation et la même phase. Au-delà de BC, on remarque que la réponse du canal varie fortement, il devient sélectif en fréquence, et chaque composante du signal est affectée différemment. Après avoir compris comment le canal varie dans le temps et en fréquence, grâce aux notions de temps de cohérence et de bande de cohérence, on peut maintenant passer à la classification des canaux radiomobiles. Le temps de cohérence est directement lié à l'effet Doppler, c'est-à-dire aux variations du canal dues au mouvement du mobile. Plus le mobile se déplace vite, plus le canal change rapidement au cours du temps. De l'autre côté, la bande de cohérence dépend de l'étalement temporel du canal, mesuré par l'étalement moyen au sens des moindres carrés, noté taux RMS. Cet indicateur traduit la dispersion du signal dans le temps, due à la présence de trajets multiples et de retards différents. Le temps de cohérence décrit la stabilité du canal dans le domaine temporel, tandis que la bande de cohérence décrit sa stabilité dans le domaine fréquentiel. Et c'est justement à partir de ces deux critères, la variation temporelle et la sélectivité fréquentielle, que l'on peut classer les canaux radiomobiles en deux grandes catégories. Les canaux invariants dans le temps et les canaux variants dans le temps.
Canal invariant dans le temps. Ce type de canal représente une situation idéale ou quasi stable, où les caractéristiques du canal, comme l'amplitude, la phase ou les retards des trajets multiples, ne changent pratiquement pas pendant la durée de transmission. Autrement dit, le canal reste constant durant plusieurs symboles, les coefficients du canal ne dépendent pas du temps, mais uniquement des retards associés aux trajets multiples. Dans ce contexte, on suppose que l'effet Doppler est négligeable, et donc que la fréquence apparente du signal ne varie pas au cours de la transmission. Le signal transmis subit la même atténuation et le même déphasage tout au long de la communication. Ce type de canal est souvent rencontré lorsque le mobile est immobile ou se déplace très lentement et que l'environnement de propagation reste stable. Canal invariant, la réponse impulsionnelle ne dépend pas du temps t, mais uniquement du retard taux de t. Elle s'écrit h, c, de taux, égale à la somme de L, allant de 0 jusqu'à L, moins 1, de alpha, L, exponentielle, j, θ de L, delta de t, moins taux L. Cette expression traduit un canal stationnaire dont les coefficients ne changent pas au cours du temps. Si l'étalement Doppler est inférieur à la bande de fréquence du signal et le temps de cohérence du canal est supérieur au temps de symbole, alors le canal est dit à évanouissement lent. Slow fading. Si la bande de fréquence du signal Bs est inférieure à la bande de cohérence B, le temps de symbole Ts du canal est supérieur à l'étalement temporel taux RMS, alors le canal est dit à évanouissement plat. Dans ce cas, toutes les composantes fréquentielles subissent la même atténuation et le même déphasage. Le signal n'est donc pas déformé, il y a seulement une atténuation globale et une rotation de phase. On peut alors assimiler le canal à un seul trajet équivalent. Passons au canal variant dans le temps. Contrairement au cas précédent, les caractéristiques du canal évoluent continuellement pendant la transmission. Le milieu de propagation n'est plus figé. Les obstacles, les réflecteurs et la position du mobile changent sans cesse, ce qui modifie constamment la forme, la puissance et la phase du signal reçu. Un tel canal, les amplitudes, les phases et même les retards des différents trajets multiples dépendent du temps. Chaque trajet peut se renforcer ou s'atténuer d'un instant à l'autre, et les interférences constructives ou destructives varient en permanence. Ce phénomène est principalement dû à l'effet Doppler, qui traduit la variation de fréquence perçue lorsque l'émetteur et le récepteurs sont en mouvement. Ainsi, plus la vitesse relative est élevée, plus la fréquence du signal reçu fluctue rapidement. Par exemple, dans le cas d'un utilisateur se déplaçant en voiture ou dans un train, le canal change tellement vite que deux symboles consécutifs peuvent être transmis dans des conditions de propagation totalement différentes. On dit alors que le canal est non stationnaire ou non invariant dans le temps. Ce type de canal est donc caractéristique des systèmes mobiles à grande vitesse, où la variation temporelle du canal devient comparable ou même plus rapide que la durée d'un symbole transmis. On déduit que, dans un canal variant dans le temps, le signal traverse un milieu en perpétuelle évolution et les coefficients du canal deviennent eux-mêmes fonction du temps, rendant la communication instable et fluctuante. La réponse impulsionnelle de ce type de canal dépend donc à la fois du retard taux et du temps t et s'exprime sous la forme hc de taux et t est égal à la somme allant de L égale à 0 jusqu'à L de t moins 1 de alpha L de t multiplié par delta de taux moins taux L de t, le tout multiplié par exponentielle de j θ L de t. Ce comportement est typique des environnements mobiles rapides, comme dans le cas d'un véhicule en déplacement à grande vitesse où le Doppler spread devient significatif. Le canal est considéré comme variant dans le temps lorsque la bande passante du signal est inférieure à l'étalement Doppler et que la durée du symbole excède le temps de cohérence du canal. Dans ce cas, les coefficients du canal évoluent au cours de la transmission, ce qui entraîne un évanouissement rapide, fast fading. Chaque symbole traverse ainsi un canal différent, ce qui rend la synchronisation et la démodulation plus complexes. Ce phénomène se manifeste particulièrement à haute vitesse, ou pour des fréquences porteuses élevées, où l'effet Doppler est accentué. Avec cette condition, la réponse impulsionnelle du canal varie de façon significative pendant la durée d'un symbole. Dans ce cas de figure, le canal est sélectif en temps, canal variant dans le temps. Pour conclure cette partie, observons ce schéma qui résume bien la classification des canaux à évanouissement. On distingue d'abord deux grandes familles, les canaux à grande échelle et les canaux à petite échelle. À grande échelle, les variations du signal se produisent sur des distances relativement longues. Elles sont principalement dues à deux phénomènes, le pass loss ou atténuation moyenne, qui traduit la diminution de la puissance reçue avec la distance, le shadowing ou zone d'ombre, provoqué par des obstacles comme les bâtiments ou le relief, entraînant des fluctuations lentes de la puissance reçue. À petite échelle, en revanche, les variations se produisent sur des distances très courtes, de l'ordre de la longueur d'onde du signal. Elles sont causées par les interférences entre les trajets multiples, c'est ce qu'on appelle le fading rapide, small scale fading. Ces canaux à petite échelle se subdivisent en 4 types principaux, selon la manière dont ils varient dans le temps et en fréquence. Canal invariant dans le temps, canal variant dans le temps, canal à évanouissement plat, flat fading, canal sélectif en fréquence, frequency selective fading. En résumé, le pass loss et le shadowing définissent la grande échelle du canal, tandis que les fading rapides définissent sa petite échelle. Cette distinction est essentielle, car elle permet d'adapter les techniques de transmission comme la modulation, le codage, ou encore la diversité spatiale, afin de compenser les effets de ces différents types de fading.
Ainsi se termine cette vidéo consacrée à la classification des canaux radio mobiles. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de mieux comprendre comment les phénomènes de pass loss, de shadowing, de fading et même l'effet Doppler influencent la propagation des signaux et la qualité des communications sans fil. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire pour partager vos impressions ou poser vos questions, et surtout, de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines explications. Merci pour votre attention et à très bientôt.